Pardon pour le retard, pardon. Mais qu'est-ce que t'as foutu encore? L'assaut, il est dans même pas 5 minutes. Bah, fallait bien que je me prépare à toute éventualité. Hein. Tout... Attends, y a quoi dans ton sac, là? Justement, de tout. Pelle, grenade, lance-grenade, fusil mitrailleur, énormément de munitions, et puis aussi, au cas où, baïonnette et couteau de tranchée. De quoi? J'aurais bien voulu aussi une mitrailleuse, un mortier de 80 et un canon de 37, mais je vais pas pouvoir tout prendre. Et tu sais te servir de tout ça? Non, mais on n'est jamais trop prudent. Aujourd'hui, quatrième et avant-dernier épisode de la série sur l'utilisation de matériel complexe par l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui, on va parler infanterie. Enfin, on va essentiellement parler infanterie et camions, mais on va faire quelques petits détours, vous allez voir. L'enjeu aujourd'hui, ça va être de montrer la technicité acquise par l'infanterie. Car si cette dernière n'utilise effectivement pas de matériel aussi complexe que les avions ou les chars, elle s'est tout de même emparée d'un certain nombre d'outils. Ce qui fait que le soldat, la section, la compagnie ou encore la division d'infanterie sont devenus des entités nécessitant plus de compétences et de matériel spécifiques qu'en 1914. Pour en parler, nous utiliserons la bataille du Mât du 9 au 13 juin 1918. Bon, en réalité, comme il n'est pas facile d'illustrer toutes les évolutions de l'infanterie en une bataille, on va s'appuyer sur un ensemble d'opérations nommées offensives du printemps. Ou bataille du Kaiser, ou offensive Ludendorff. Mais on ne va rentrer dans le détail tactique que de la bataille du Mât. C'est un ensemble d'offensives menées par les Allemands qui participent à la réémergence de la manœuvre sur le front ouest. Et pour pouvoir discuter de tout ça, il va falloir faire du contexte. Bon, vous commencez à me connaître, mais vu qu'on va raconter tout ça rapidement, bien évidemment que ça mériterait d'amples développements et que c'est simplifié. Déjà, ce début 1918 avec les Allemands à la manœuvre sur le front ouest, ça vient d'un petit truc en 1917, la sortie des Russes du conflit. À partir de février 1917, la Russie est déstabilisée par plusieurs révoltes et révolutions dont il est impossible de tracer une chronologie ici. L'abdication du tsar Nicolas II en mars et la mise en place d'un gouvernement provisoire ne remet pas en cause l'engagement russe dans la Première Guerre mondiale. Mais les défaites militaires et la prise de pouvoir par les bolcheviks suite à la révolution d'octobre changent la donne. Le pays est divisé et les bolcheviks, en vue de renforcer leur contrôle sur le pays et en attente d'une révolution européenne, négocient avec les Allemands un armistice le 5 décembre 1917, prenant effet le 15. Les Allemands sont libérés du front Est et peuvent reporter leur attention sur le front Ouest. Notez que le traité de Brest-Litovsk, qui scelle la paix entre la Russie et les puissances centrales, n'est signé que le 3 mars 1918. Sachant que l'Ukraine a signé son propre traité le 6 février. Bref, je rentre pas dans les détails, mais tout ça c'est pour dire que l'Allemagne, dès décembre 1917, a le champ libre pour transférer toutes ses troupes de l'Est à l'Ouest, et ainsi avoir un surnombre en France. Avec près d'1 400 000 hommes, c'est 320 000 de plus que les Franco-Britanniques. Dès le 21 janvier 1918, le plan est fixé d'une attaque à la jonction entre les Français et les Britanniques dans la Somme. En même temps, il leur faut agir très rapidement. Car s'ils se sont enfin libérés de la pression russe, les Allemands manquent de tout, à la fois en matériel et en hommes. Et en face, les États-Unis sont entrés en guerre aux côtés de la France et de la Grande-Bretagne le 6 avril 1917. Les Alliés ont donc à disposition une nouvelle réserve d'hommes que l'Allemagne ne pourra pas dépasser, à moins de vaincre avant que ces États-Uniens ne soient opérationnels. Tout va donc très vite pour ces opérations vécues comme celles de la dernière chance. Alors autant vous prévenir tout de suite, on va un peu enchaîner pour arriver jusqu'à la bataille du Mât. Du 21 mars au 8 avril 1918, c'est l'opération Michael qui rassemble un grand nombre d'attaques aux résultats importants. Avec pour objectif de percer dans la Somme, les Allemands avancent de 60 km et obtiennent une séparation temporaire des Britanniques et des Français avant que ces derniers ne stoppent l'avancée par l'envoi de renforts. La dynamique de l'opération est ainsi brisée et si les Allemands ont obtenu de beaux résultats tactiques,
Ils n'ont pris aucun objectif stratégique, notamment Arras ou Amiens, et les Alliés ont maintenu leur cohésion. Cette offensive a clairement produit des crises entre Français et Britanniques. Mais ils en sortent finalement grandis et acceptent le principe d'un commandement interallié qui tombe entre les mains de Foch pour une meilleure coordination. Les Allemands de leur côté ont pu y croire. Mais ils ont manqué de soutien logistique et ont un peu trop dispersé leurs efforts. Finalement, ils se sont essoufflés. Avec 254 000 pertes pour les Alliés contre 240 000 pour l'Allemagne, le bilan est en réalité négatif pour cette dernière, car c'est bien elle qui ne peut pas se permettre de telles pertes. Mais Ludendorff, général en chef des armées allemandes, n'a pas dit son dernier mot et enchaîne immédiatement. C'est l'opération Georgette du 9 au 29 avril qui a lieu dans les Flandres et qui vise Calais, Dunkerque et Boulogne pour couper les Britanniques de leur logistique. Encore une fois, les Allemands sont supérieurs tactiquement, mais en face, la défense plie sans rompre. Pour une avancée de 15 km, ils paient au moins 86 000 pertes et en infligent dans les 120 000. Aucun objectif stratégique n'est pris. Bon, là les Allemands tirent la langue. Ok, ils ont avancé et ont bien fixé les réserves britanniques et françaises, mais rien de décisif n'a été obtenu. Mais comme Ludendorff sait que vous allez rester concentrés, il organise une triple opération. Blücher, Gors et York, du 27 mai au 5 juin, reportent les efforts allemands sur le chemin des Dames, où les Français sont totalement pris par surprise avec une défense non échelonnée. C'est ainsi que ces opérations permettent une avancée d'entre 45 et 60 km allant jusqu'à atteindre Reims, la Marne, prenant Château-Thierry et s'approchant à 70 km de Paris. Impressionnante sur les cartes, cette avancée ne donne pourtant aucun avantage stratégique puisqu'elle échoue aux portes de Reims, ne coupe aucun axe logistique et surtout fait que le front allemand a désormais 3 saillants, dans les Flandres, dans la Somme et sur la Marne. Bon, évidemment, en face, les Alliés font pas les malins non plus. Ils ont beaucoup reculé, ils ont pas mal encaissé les nouvelles méthodes d'assaut allemandes, ils n'ont quasiment plus de réserves et ils ont plusieurs points stratégiques menacés. Arras, Amiens, Compiègne, Reims et évidemment Paris, mais ils ont tout de même réussi à tenir le coup. En fait, ces nouveaux saillants posent des problèmes aux deux camps. Les Allemands, déjà, sont bien embêtés d'avoir des espaces aussi difficiles à ravitailler. Et les Alliés en face voient leurs forces étirées au maximum, sans guère de réserve pour réagir. Pour vous donner une idée du problème, la longueur du front est passée de 530 à 655 km. Et c'est là qu'on arrive aux opérations qui donnent la bataille du Mât, Gneisenau et Hammerschlag. C'est plus spécifiquement Gneisenau qui nous intéresse, mais les deux sont construites ensemble. Leur objectif est de relier les saillants de la Somme et de la Marne, qui sont des plaies logistiques, par une attaque coordonnée vers Compiègne, nœud ferroviaire essentiel. Une depuis le nord, par la 18e armée allemande, c'est l'opération Gneisenau, et l'autre depuis l'est, par la 7e armée, c'est l'opération Hammerschlag. Donc là, on va rentrer un peu plus dans les détails. Non pas que les opérations précédentes ne le méritaient pas, mais il faut bien se limiter. Vous remarquerez qu'avec tout ce qu'on a vu ici, l'année 1918 mériterait une série à l'image de celle qu'on a faite sur 1914, mais c'est pas le sujet. Bon, je vous expose tout de même très succinctement et rapidement les raisons tactiques des succès allemands. Retenez qu'ils ont essentiellement développé une méthode centrée sur le choc et la disruption du système de défense adverse. Cela passe par de nouvelles méthodes de tir d'artillerie très bien planifiées et calibrées pour perturber mouvements de renfort, artillerie adverse et communication. Vous pouvez jeter un œil à la méthode développée par Bruchmüller. À côté de ça, c'est l'emploi de troupes de choc, les fameuses Stoßtruppen, qui doivent s'infiltrer dans le réseau de défense adverse et y produire le plus de chaos possible. Ce sont des tactiques développées par von Hutier qui visent la désorganisation et la perte de cohérence du système de défense adverse. Français et Britanniques ont des troupes similaires mais ne s'appuient pas du tout à la même échelle dessus. Bref, autant d'autres sujets, mais voilà, l'armée allemande de 1918 a développé et testé ces nouvelles méthodes, comme à Caporetto en Italie ou à Riga à l'Est. Ça a clairement donné des résultats et on le voit, ça continue à en donner en France. Enfin, à tout le moins tactiquement. Après, elles ont un coût, en hommes et en logistique rapidement mobilisables. À force, ces troupes de choc s'usent, s'épuisent. Parce que ça se forme pas comme ça, Il n'est pas possible de transformer toute l'infanterie en infanterie de choc. Et en face, ça commence à s'adapter avec une généralisation de la défense en profondeur. On peut aussi dire défense élastique.
En gros, en très gros, on met le moins de troupes possible en première ligne pour garder réserve et force de réaction hors de portée de l'artillerie ennemie. Ça use également l'impact des troupes de choc. Évidemment, toutes ces techniques se développent depuis le début des tranchées, mais les Français s'y mettent un peu tard. Bref, là où j'ai décidé de prendre la bataille du Mât plutôt qu'une autre pour illustrer, c'est qu'on y voit les premières adaptations des troupes françaises aux tactiques d'assaut allemandes. Et ça, c'est l'héritage d'une transformation lente et en profondeur de l'infanterie. Mais penchons-nous d'abord sur la bataille. Elle s'engage dans la continuité de l'opération précédente, ce qui implique une préparation allemande très rapide pour prendre les Français de court. Ça ne les empêche pas de mobiliser plus de 2000 canons. Mais les Français perçoivent ces préparatifs et, s'il reste trop de troupes en première ligne, ils s'adaptent rapidement et s'apprêtent à encaisser le choc. Avec les 4 corps de la 18e armée et le corps de la droite de la 7e, les Allemands cherchent à casser la 3e armée française de 4 corps. Cette dernière a, du fait de la prévision de l'attaque, plus de soutien de l'aviation et 7 divisions d'infanterie et 3 de cavalerie en réserve, dont certaines états-uniennes. L'opération Hammerschlag à l'est doit répartir la menace grâce à l'attaque de 2 corps de la 7e armée allemande. Beaucoup de tensions et de préparation car, du côté français, on attend l'attaque à tout moment à partir du 5 juin. Et le renseignement fait son travail et obtient pas mal d'informations quant à ce que les Allemands prévoient. Finalement, c'est le 9 juin que l'attaque commence avec un bombardement massif et court selon la méthode Bruchmüller, dépêché en hâte sur la zone. Mais la surprise n'est pas là, et les troupes françaises ont bien été réparties en 3 lignes. Les assauts suivent de manière classique, obtenant une rupture qui force les Français à reculer sur le mât et de lâcher ressons sur mât. Mais avec sa marge, l'artillerie française peut commencer à répondre et à ralentir cette avancée allemande. Pour autant, l'efficacité de la Stoß tactique permet aux attaquants d'occuper près de 12 km de la 2e ligne et de prendre Mareuil. Les Français avaient manqué de temps pour bien la terminer. Au total, les Allemands ont tout de même tiré 1 400 000 obus sur la journée. Les Français encaissent dur et l'avancée allemande est évidente, mais elle reste limitée. C'est déjà un bon début par rapport aux opérations précédentes. En une journée, ils ont bien encaissé. Mais tout n'est pas gagné, et des mouvements de renfort et de réserve sont nécessaires. Je ne vous les décris pas dans le détail, mais en gros, on gère les jonctions entre les armées et corps d'armée. Cela implique des arrangements, notamment avec les Britanniques et les États-Unis. Et n'oubliez pas qu'en parallèle, il y a l'attaque à l'Est à laquelle les Français doivent pouvoir réagir. Le 10 juin, les Allemands avancent sur l'Oise, arrivant à une dizaine de kilomètres de Compiègne. Mais artillerie et aviation française répondent et rendent les assauts de plus en plus difficiles. Le point le plus chaud reste la droite française où une division est rompue. C'est alors qu'une contre-attaque est organisée par le général Mangin avec le feu vert de sa hiérarchie. Il masse rapidement, grâce aux réserves, un corps de 5 divisions et 163 chars Schneider et Saint-Chamond sur la gauche française. L'attaque est prévue pour le lendemain. Là, on voit déjà une grande différence par rapport aux opérations précédentes par l'organisation rapide de cette contre-attaque. Grâce à la profondeur de la défense, aux réserves et à la rapidité d'action des divisions, les Français peuvent se permettre à la fois de gérer la poussée allemande et de préparer de quoi répondre. Il n'empêche qu'il faut aller très vite, ce qui impose certains sacrifices à la manœuvre. Comprenez, pas de préparation d'artillerie ni de planification logistique. Le 11 juin à 11 h, l'attaque est lancée, appuyée par les chars et une artillerie qui se contente de tirer en avance dans la direction de l'attaque vers Resson. La surprise est parfaite et les Allemands reculent d'entre 1 et 4 km sur un front de 7 sur leur droite. Les Français font ainsi 1000 prisonniers, capturent une dizaine de canons et prennent, avec le soutien de 4 groupements de chars, Méry et Bellois. Mais surtout, ils imposent à la droite allemande une posture défensive. Pas gourmands, les Français ne poussent pas plus que ce qu'ils ont obtenu et profitent surtout de cette menace qu'ils font peser sur la droite allemande pour perturber les plans de la 18e armée. Le 12 juin, cette dernière n'arrive à rien, privée de sa droite, tandis que l'opération Hammerschlag, en manque de munitions, fait long feu. Du 13 au 15 juin, seules de petites attaques sont organisées. L'opération Gneisenau est abandonnée. On a donc une victoire défensive française qui n'a lâché que 12 km de terrain et qui surtout a réussi à organiser une contre-attaque rapidement. En déséquilibrant le dispositif offensif allemand, les Français ont obtenu un abandon rapide, même si cela a eu son prix. Ils déplorent tout de même la perte de 73 chars et de 30 000 hommes contre 25 000 pour les Allemands. Reste qu'ils ont réussi quelque chose.
Entre la défense en profondeur, l'emploi des réserves et la contre-attaque organisée appuyée par des chars, les Français ont retourné le choc des Allemands contre eux-mêmes. Et ces derniers commencent à manquer de tout. Hommes aguerris, matériel, munitions. On peut rajouter à ça le fait que la grippe espagnole arrive dans leur rang, ce qui n'est pas sans conséquence, là où les Alliés commencent justement à s'en relever. Cela ne les empêchera pas de monter une dernière opération, Marneschutz-Reims, mais on va s'arrêter là. Et ce d'autant plus que cette opération se passera encore moins bien pour les Allemands puisqu'ils vont se reprendre ce que les Français ont réussi au mât, mais en plus efficace encore. De fait, cette bataille n'est qu'un prélude à la suite. Elle est à la fois le fruit de transformations antérieures et profondes et le début de quelque chose de nouveau. Donc aujourd'hui, on va s'en servir pour parler un peu de la motorisation de l'armée française, mais aussi et surtout de la transformation profonde de son infanterie. Je sais que ça peut faire bizarre dans une série qui se penche sur l'emploi de matériel complexe, mais vous allez voir, c'est important de s'y pencher. Et pour cela, il va falloir revenir au début. Et attention, cette fois, on va rentrer dans les chiffres et les organigrammes. En fait, de la division à la section, tout est réorganisé par étapes, à la fois pour obtenir plus de flexibilité et pour mieux répartir la force de frappe de cette arme. On va y aller petit à petit, ok ? Souvenez-vous, dans la série sur 1914, nous avions analysé l'organisation d'une division d'infanterie. Reprenons, et corrigeons une petite erreur qui s'y était glissée, en nous concentrant exclusivement sur l'infanterie. On ne va pas parler de toutes les fonctions de soutien de la division. En 1914, une division d'infanterie, c'est 2 brigades. Une brigade, c'est 2 régiments. Un régiment, c'est 3 bataillons, plus une compagnie de 6 mitrailleuses. Les bataillons suivent une structure très répétitive avec 4 compagnies, chacune coupée en 4 sections, chacune coupée en 2 demi-sections, chacune coupée en 2 escouades. Retenez surtout qu'une compagnie d'infanterie, c'est théoriquement 250 hommes. On va se balader entre les échelons, mais je vais vous laisser la structure globale de la division pour vous repérer. On est alors en 1914 sur une structure très brute du tout fusil, avec un découpage qui n'est là que pour le commandement. Toutes les compagnies sont composées d'hommes armés de fusils, et c'est tout. Sauf la compagnie mitrailleuse qui concentre les 6 mitrailleuses du régiment. Les mitrailleuses vont par section de 2 avec leurs servants, mais ça signifie surtout qu'aucun bataillon n'a d'autres moyens propres que les fusils. Le soutien des mitrailleuses, c'est au régiment de le donner. Et en général, c'est un soutien groupé puisque la compagnie de mitrailleuses est faite d'un bout. Pour le reste, la structure passe par des divisions par 2 ou par 4 à chaque échelon. Et bah autant vous dire que ça, en 1918, c'est un très lointain souvenir. Déjà, pour la division, on supprime l'échelon brigade, purement et simplement. Mais plutôt que de laisser 4 régiments, on en met 3 sous son commandement. Les régiments ont toujours 3 bataillons qui passent de 4 à 3 compagnies d'infanterie, mais surtout, la compagnie de mitrailleuses régimentaires est supprimée pour donner une compagnie de mitrailleuses à chaque bataillon. Chacune est dotée de 12 mitrailleuses, faisant que le régiment en a désormais 36 contre 6 en 1914. Bon, inutile de vous dire que tout ça, ça se fait par réformes successives. Là, on fait un saut de 4 ans, mais ça n'a rien d'immédiat. Ici, on voit une nouvelle forme de division qui est ternaire. Cela permet d'obtenir plus d'articulation et a l'avantage de supprimer entièrement un échelon, ce qui simplifie la communication. Je peux pas vraiment vous le justifier, c'est un meilleur fonctionnement déterminé empiriquement avec le terrain. Notez d'ailleurs que ça va de pair avec une réduction de la division d'infanterie. Et cette fois, ce sont bien les bataillons qui ont leur propre mitrailleuse, ce qui augmente très clairement la puissance de feu de cet échelon et lui permet de mieux gérer ses soutiens au contact. Mais là où est la véritable transformation, c'est au niveau de la compagnie. Déjà, elle diminue clairement en nombre d'hommes, passant de 250 en 1914 à 194 en début 1918. Ça descendra même jusqu'à 175 à la fin de la guerre. Et cette diminution va de pair avec une diversification des options matérielles de la compagnie. Elle conserve ses 4 sections, mais ces dernières sont désormais coupées en 2 demi-sections dotées de 2 escouades différentes. La première est composée de grenadiers dotés de fusils classiques, la seconde tourne autour de fusils mitrailleurs soutenus par des lance-grenades. Ainsi, on a une demi-section comme unité de combat centrale, commandée par un sergent qui est doté d'une unité de combat proche classique et d'une unité d'augmentation momentanée de la puissance de feu. Bon, de fait, en 1914, il risquait pas d'y avoir des fusils mitrailleurs, c'est une arme qui apparaît pendant le conflit.
Mais l'articulation de cette arme avec le fusil, en parallèle de l'intégration des grenades et lance-grenades, relève d'une approche de diffusion de l'appui-feu qu'elle apporte. Clarifions déjà un petit point. Un fusil mitrailleur est une arme automatique plus légère qu'une mitrailleuse, ne demandant qu'un pourvoyeur et un tireur contre 4 servants pour les mitrailleuses, et dont les balles arrivent par un chargeur et non une bande. Ainsi, le fusil mitrailleur Chauchat, en dotation dans l'armée française, ne peut tirer que 5 secondes d'affilée avant de devoir être rechargé. Donc un fusil mitrailleur, c'est mobile, ça peut suivre l'infanterie dans ses assauts sans problème, mais ça peut pas fournir un appui-feu constant. C'est au contraire très momentané. Ça ne doit être utilisé que dans les moments très chauds pour donner un tir de suppression efficace permettant au reste de la demi-escouade d'avancer. D'où l'intérêt de doter des fusils mitrailleurs un peu partout plutôt que de les concentrer. Tout comme les grenades et les lance-grenades Vivin-Bessières qui permettent de projeter des grenades à plus de 200 mètres. Bien évidemment, tout ce matériel vient avec des méthodes d'utilisation. Des types de tirs sont définis en fonction de la situation et les demi-sections deviennent des groupes normalisés dont l'articulation dans les sections et les compagnies sont définies. On notera d'ailleurs qu'en octobre 1918, la section passe carrément à 3 groupes de combat, chaque groupe étant doté de tout. Fusil, fusil mitrailleur, grenades et lance-grenades. Mais on n'en a pas fini car en plus de tout ça, il faut parler des nouveaux moyens propres donnés au régiment. Bon, par contre, j'ai pas trouvé les chiffres exacts datant d'avant octobre 1918, ça devait être fluctuant, mais c'était bien prévu en soi. Chaque régiment est doté de canons de 37 mm et de mortiers de tranchée Stokes. En octobre 1918, cela donne un peloton de 3 canons de 37 et de 3 sections de 2 mortiers Stokes chacune. Ces 2 armes sont ainsi à disposition pour apporter momentanément un appui-feu plus important. Le canon contre les nids de mitrailleuses, les mortiers contre des tranchées bien en place. Bon voilà, là j'ai terminé avec les organigrammes. Maintenant il nous faut analyser ce que ça implique. Au-delà d'une réorganisation plus fine des troupes, chaque échelon, de la division à la compagnie, a moins d'hommes à gérer, mais aussi beaucoup plus de matériel et de compétences. Et ça change énormément de choses. Bon, déjà, première remarque, la puissance de feu des divisions a explosé. De 1914 à 1918, on passe ainsi, comme arme d'appui direct, de 24 mitrailleuses à 108 mitrailleuses, 216 fusils mitrailleurs, 18 mortiers de 81 mm, 9 canons de 37 mm, sans parler des grenades et des lance-grenades. Le nombre d'hommes et de fusils a baissé, mais la puissance de feu au contact a, elle, plus que doublé, tout en se dotant d'obus pénétrants et de moyens explosifs. À quoi on peut rajouter le fait que l'artillerie divisionnaire a également augmenté, ajoutant aux 36 pièces de 75 mm, 12 pièces de 155, mais ce n'est pas notre sujet. Bon voilà, après tout ça a un coût, pour ne pas dire plusieurs coûts. Déjà le plus évident c'est le coût matériel. Ah ça c'est sûr, il faut le produire tout ce matos, et puis le doter, et puis derrière faut gérer la logistique. Je vais pas vous refaire le topo mais je vous donne un chiffre pour vous donner une idée de l'échelle du changement. En 1914, une division d'infanterie par jour a besoin de 140 tonnes transportées. On parle ici de la nourriture, des munitions, des pièces de rechange, tout quoi. En 1918, c'est 1000 tonnes, 2 trains de 50 wagons, quotidiennement. Et comme c'est pas dû à une immense fringale de la troupe, je vous laisse faire le lien avec l'organisation qu'on vient de voir. Et oui, que voulez-vous, la troupe s'alourdit. Et encore là, je ne vous parle pas de tous les services de soutien qui se sont développés également. Santé, communication et évidemment tout ce qui a trait à la logistique et au ravitaillement. Bah ouais, chaque régiment passe de 1 à 3 sections de ravitaillement et double quasiment le nombre d'animaux de trait employés. Bref, on rajoute du monde pour s'occuper de moins de monde. Alors, c'est pas que c'est pas intéressant ton affaire, mais on est censé être dans une série sur les matériels complexes là. C'est un peu hors sujet. Oui ok, je te l'accorde, c'est pas du matériel qui demande des mécaniciens, des ingénieurs ou des scientifiques pour pouvoir tourner. Mais ne pas traiter cette évolution de l'infanterie comme une évolution technique, ce serait un peu réducteur. Ouais, on est surtout sur une évolution tactique là quand même. Oui, mais une évolution tactique provoquée par l'intégration d'un matériel autrement plus technique que la proposition précédente. Tu veux dire par rapport au fusil ? Ah bah oui, l'entraînement au maniement du fusil, c'est assez linéaire, notamment quand tout ton groupe de combat n'utilise que cette arme. Et là, on est sur un affinage et une diffusion de compétences, ce qui fait que tout le monde a besoin d'une formation bien plus spécifique. Je comprends pas. Bon,
Une mitrailleuse, c'est 4 servants, chacun avec son rôle. T'es d'accord que c'est complexe à mettre en œuvre, qu'il faut plus d'instructions et une spécialisation des servants. Oui, bon, ok. Le fusil mitrailleur, c'est plus simple, mais il faut tout de même un pourvoyeur. Et ça s'utilise pas n'importe comment. Il faut donc une formation pour connaître les différentes situations d'emploi les plus pertinentes. Ah oui, si t'arroses tout de suite, t'as servi à rien et tu peux plus rien faire. Il faut un certain sang-froid. Ok. Idem pour les grenades et lance-grenades, qui ne sont pas des objets évidents à utiliser. Et encore plus pour le canon de 37 ou le mortier Stokes. D'accord, mais la majorité reste avec un fusil. Majorité, oui, vite fait. Mais un fusilier dans de telles sections, il est plus juste entouré de fusils. Ce qui fait qu'il doit prendre en compte toutes ces nouvelles compétences et être formé pour les intégrer à ses propres actions. Ça change tant que ça? Pour sûr, tout à coup, son action, c'est plus juste une charge uniforme menée aux côtés des camarades, c'est une approche beaucoup plus circonstanciée, dépendant du bon résultat des autres, avec un comportement de voltigeur qui n'a rien d'évident. Et c'est si dur? C'est pas que c'est dur, c'est que c'est technique. Un fantassin doit désormais faire preuve d'initiative, d'intelligence, quelle que soit l'arme dont il est doté, et son encadrement doit devenir plus fin. Ah, c'est pour ça que t'insistes sur le sergent de la demi-section. Tout à fait, les sous-officiers dans cette structure ont beaucoup plus de manœuvres de commandement, puisque c'est eux qui doivent tenir cette action coordonnée de fusils mitrailleurs et grenades. Je vois, du coup on a un mouvement de spécialisation des fantassins, même pour les fusiliers, ce qui fait qu'on peut plus tous les traiter comme des hommes-fusils remplaçables. Et ça demande des compétences, de la formation. Et finalement, l'infanterie, en intégrant des armes aux effets variés, devient d'une certaine manière technique. On parle d'engins d'infanterie. En 1914, on en compte 1 pour 400 fantassins. En 1918, c'est 1 pour 5. À ce niveau-là, la section devient un échelon appuyé sur un emploi technique du matériel. Certains historiens n'hésitent pas d'ailleurs à parler de technologie de la section. C'est une invention organisationnelle d'emploi du matériel qui est loin d'être évidente. D'ailleurs, au départ, on cherchait plutôt à séparer les types d'engins d'infanterie. Les mitrailleuses d'un côté, les fusils mitrailleurs d'un autre, les lance-grenades encore, etc. Mais on trouve tout de même que c'est plutôt un emploi diffus mais simultané de tous ces matériels qui produit le plus d'effets. Ainsi, contrairement à l'artillerie ou à l'aviation qui développe ses branches spécialisées, séparant les types de missions ou de matériel, l'infanterie fait l'inverse. Elle uniformise une organisation dont le propre est de mêler des matériels employés à un échelon très précis. Et cela va de pair avec une autonomie de ces échelons, rendus capables de mobiliser plusieurs options tactiques à eux seuls, ce qui impose une décentralisation du commandement. On a donc une spécialisation des troupes, où chaque individu a des compétences spécifiques et n'est plus simplement interchangeable, et un encadrement plus fin qui n'implique pas seulement les officiers. Il faut imaginer ça pour tous les postes, les servants de mitrailleuses, les grenadiers, les fusiliers, mais aussi les opérateurs téléphonie sans fil, les télégraphistes, les sapeurs, etc. etc. Ça demande beaucoup plus d'instructions. Et pour la fournir, chaque division a ses centres d'instruction, ses instructeurs et ses stages de spécialisation. Ce qui signifie allouer du temps à chaque soldat pour ses stages, et c'est loin d'être négligeable. On a beaucoup en tête l'image d'un diptyque entre présence au front et permission à l'arrière, mais il faut y rajouter plusieurs semaines par an de formation. Les hommes l'appréciaient d'autant plus que c'était une occasion de pas être au front. Et ces formations, en 1918, elles sont tellement implantées et considérées comme essentielles qu'elles ont toujours lieu même au plus fort des offensives allemandes. Elles sont même adaptées pour redonner un petit peu de manœuvre et de mouvement à une infanterie qui s'était habituée au statisme des tranchées. On a ainsi, durant la Première Guerre mondiale, une amélioration de l'infanterie selon 3 dimensions. La dotation en armement, puisqu'il a bien fallu produire tout ce matos, c'est un enjeu industriel de taille. L'organisation des unités et de leur commandement, c'est un enjeu structurel, d'affinage de l'encadrement et de l'autonomie. Et enfin, l'instruction de chaque homme qui devient un soldat inscrit dans un collectif où son rôle est spécialisé et non plus uniformisé. On comprend que cela ait pris plusieurs années, et il faut bien s'en rappeler quand on observe les performances de l'infanterie française pendant l'année 1918. La contre-attaque rapidement organisée par Mangin au Mât est un bon exemple. Elle n'aurait pas été possible sans toutes ces évolutions. Et même, elle n'aurait pas été possible plusieurs mois plus tôt, car il a fallu du temps pour l'infanterie et les états-majors de se réhabituer à la manœuvre. Ce que les stages d'instruction ont aidé à faciliter, même si évidemment il y a d'autres facteurs. Bon après, tout ce matos, ça induit un alourdissement, donc un ralentissement de l'infanterie.
Tactiquement, c'est justifié, mais stratégiquement, entre la logistique et les manœuvres de réserve et de renfort, c'est pas évident. Et pour ça, un nouvel acteur est entré en ligne de compte, le moteur. En plus du train qui se développe, de l'hippomobile qui reste essentiel et du fluvial qu'il ne faut pas oublier, c'est le service automobile qui explose. De quelques milliers de véhicules en 1914, l'armée française est passée à près de 90 000 voitures et camions en 1918, là où les Allemands n'en ont que 40 000. Cette utilisation massive des camions, cette motorisation de l'armée française, elle ne va pas de soi. Elle implique encore une fois toute une infrastructure. Oui, on sait, des garages, des mécaniciens, du carburant, merci. Absolument oui. Et puis des routes. Attends, mais évidemment qu'il y a des routes en France. D'accord, mais adapté aux camions, c'est moins évident à l'époque. C'est pas une infrastructure facile. Ça demande beaucoup de gravier, surtout quand il y a du passage. Ah. Tu n'as pas idée. Mais bon, au moins c'est plus simple à mettre en place que des voies ferrées. Bien entretenues et bien planifiées, un réseau routier et un parc de camions, c'est super flexible. Ce réseau est d'ailleurs géré et supervisé par des commissions spécifiques. Le territoire est découpé et relié par des réseaux téléphoniques. On renforce certaines routes au besoin, et ces routes renforcées sont nommées routes policées. La plus connue, c'est la Voie sacrée de Verdun en 1916. En 1918, l'armée arrive à en entretenir 4 en parallèle. Mais ça, à la limite, c'est la dimension évidente du moteur. 5 à 6 000 camions quotidiens pour acheminer matériel, munitions et ramener les blessés. Pourquoi tu dis dimension évidente, il y a autre chose? Ah oui, il y a la mobilité opérationnelle, le transport des troupes d'un point du front à un autre. Le train sait pas faire ça. Pour des très gros transports, oui, mais pour des transferts critiques, c'est infiniment plus rapide. À ce point? Quand c'est bien pensé, oui. Le grand quartier général a à sa disposition 20 groupements de transport, chacun étant capable de déplacer une division en quelques heures. Ah oui, donc ça permet des redéploiements efficaces. Absolument. Et ça ouvre des options opérationnelles stratégiques énormes, puisqu'on peut rapidement s'adapter à une attaque adverse, ou au contraire rapidement monter une offensive. Bon, je vais pas développer cette dimension, ça apporte une approche radicalement différente des batailles et des combats. Il faudrait une série propre pour pouvoir expliciter ça proprement, d'autant plus que c'est un peu touchy. Bref, pour vous donner une idée, du 23 au 26 mars, une offensive allemande est arrêtée par le transport par camion de 17 divisions. Et par la suite, le camion se met à plus peser que le train pour ce type de redéploiement. Remarquez d'ailleurs que cette motorisation n'est pas exclusive à l'infanterie. Ah bah ça c'est sûr, il y a les chars. Oui, alors bon, ok, les chars, vu leur vitesse et leur autonomie, on les transporte quand même. Le char FT ayant tout de même cet intérêt d'être transportable par camion. Tu parles des avions alors? Ah bah évidemment, eux, ils sont autonomes, on peut les déplacer. L'armée française crée d'ailleurs une division aérienne pour pouvoir intervenir en masse sur certains points clés. Mais là, je parlais plutôt de l'artillerie. Ah. Et oui, entre artillerie automotrice développée pendant la guerre et artillerie tractée par camion, on se met à être capable de déplacer des batteries entières en une nuit. Ah quand même. Oui, et c'est très efficace. En peu de temps, une armée peut voir sa puissance de feu décuplée, et ce d'autant plus avec l'organisation de la réserve générale d'artillerie. Qui laisse à disposition du grand quartier général 2/5 de l'artillerie française pour pouvoir l'employer sur les points chauds. Cette réserve générale d'artillerie a 14 000 véhicules à disposition pour déplacer tout ça. Toute cette motorisation crée une double possibilité. D'abord, elle permet de déplacer des troupes et des matériels de points calmes vers des points chauds pour s'adapter aux efforts ennemis. Mais surtout, elle permet de garder des forces en arrière, prêtes à être mobilisées et mises en état d'action très rapidement. Cela explique aussi la rapidité de la contre-attaque de Mangin. En une journée, voilà rassemblées divisions d'infanterie, chars et soutien d'artillerie. Alors, il y a une nuance à faire. Cette mobilité par le moteur en 1918, elle ne vaut que pour les transports, l'opérationnel, pas pour les combats ou la tactique. Là, outre les chars qui ont leur mission, l'infanterie se débrouille sans les camions. On ne peut pas parler de mécanisation, on préférera donc motorisation. Reste que c'est un énorme avantage sur les Allemands qui ne peuvent pas du tout prétendre à une telle mobilité. Encore une fois, ça s'est pas fait d'un coup, c'est progressif, avec une montée en puissance permise par la technologie, une organisation de plus en plus fine et une industrie qui répond de mieux en mieux aux besoins. Il ne faut pas non plus ignorer la place centrale des communications dans ce processus. Les déplacements, les ravitaillements, la gestion des flux, en somme, c'est impossible à une telle vitesse sans un réseau de communication adapté.
Télégraphie sans fil, téléphonie, message écrit, ça implique aussi de s'assurer que l'adversaire ne puisse pas intercepter. Bref, encore un sujet bordel. Mais résumons. L'infanterie française, durant la guerre, a développé une utilisation plus mixte de ces matériels. Ça vaut aussi pour les Britanniques et les Allemands évidemment. Ce faisant, elle a dû spécialiser ses hommes, affiner son organisation, menant à une décentralisation du commandement et une meilleure autonomie laissée au terrain. Moins d'hommes mais plus de compétences et plus de matériel, ainsi qu'une capacité à réagir à plus de situations tactiques, voire micro-tactiques. En parallèle, s'est développée une motorisation, couvrant à la fois des besoins logistiques et de transport de troupes. Ce qui vaut aussi pour l'artillerie, rendant possible des mouvements stratégiques et opérationnels plus complexes et faisant qu'une attaque qui demandait avant plusieurs mois de préparation ne demande désormais plus que quelques jours, voire quelques heures. Tout cela vient bien d'une diversification et d'une complexification du matériel employé par l'infanterie. Ce qui impose instruction et spécialisation, donc qui nous sort enfin de l'homme-fusil pour mener au soldat, à la section bien articulée et à la division bien organisée. Qui a dit que l'infanterie n'était pas une arme technique ? Vous noterez d'ailleurs que dans la bibliographie de cette vidéo, pas mal d'auteurs insistent sur le fait que l'infanterie de 1918 est plus proche de celle de notre époque que de celle de 1914. De là à parler de changement de paradigme, je sais pas, mais ça indique quand même à quel point le changement est profond. Alors voilà, on sort de 4 vidéos où on a bien poncé le matos. L'artillerie nous a permis de parler de l'opérabilité et des difficultés que ça soulève. L'aviation du système d'armes et du besoin de penser l'environnement du matériel employé. Les chars pour la doctrine d'emploi. Et l'infanterie sur les enjeux de la spécialisation des troupes et ce que sa motorisation ouvre. Bon bah voilà, on a fait un bon tour. Pourquoi t'aurais besoin d'un 5e épisode ? Tout simplement parce qu'on a un peu tout séparé depuis le début. Maintenant, l'enjeu, c'est de voir comment on peut penser l'emploi de tant de matériel complexe ensemble. Ah oui, évidemment, c'est... Oh ! C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. En attendant, moi je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.